Apéro spécial Phoenix Suns. Spécial Cactus. 13 victoires d'affilée. Oui, messieurs, dames. 13. Donc bon. Même pas peur du curse. Rien. On s'en fout. C'est de légende. Et ça se permet. Et ça se permet et on s'installe. Parce que je les vois venir les commentaires. Oh, t'es fou, Alex. Trash talker. Tu vas pas faire ça, tu vas te auto-poisser. Mais c'est normal. Peut-être, mais tu sais quoi, on verra. Exactement. Donc on s'installe en vous faisant la bise, en espérant que vous, ça allait. Évidemment, Alex, ça va. On sait aussi que la Cactus Nation va très bien aussi. On va avoir l'occasion de parler de nos amis de Phoenix qui, au moment où on tourne cette vidéo, donc avant que je mette mes plus gros trash talkers sur la franchise de Phoenix, c'est donc une série de 13 victoires consécutives, 14 victoires en 17 matchs, tout va très bien dans l'Arizona. On va faire le tour évidemment de ce qui se passe, c'est-à-dire à la fois les raisons qui expliquent cette série, quels sont les premiers ratings qu'on voit, un petit apéro d'actualité, et puis ensuite je pense qu'on aura l'occasion aussi de rentrer un peu dans les détails, c'est-à-dire comment est-ce que tu continues sur ce rythme, est-ce que tu peux rattraper peut-être un copain qui est devant, un collectif, et surtout comme Léon se l'a montré sur un magnifique visuel, comment retourner en finale NBA, puisque Alex, on va commencer par là, c'est l'objectif. Ouais, c'est-à-dire que on pouvait se poser la question en pré-saison, genre est-ce que Phoenix est capable de remettre le couvert et de vraiment se comporter comme le contender qu'il a été la saison dernière? Tout à fait. Réponse après grosso modo un cinquième, un quart de la saison, oui. Oui, ils peuvent. Le groupe vit bien. Ouais, le groupe vit ultra bien. Mais c'est hyper intéressant que vous démarriez comme ça, parce que pourtant, Alex, quand on démarre la saison, il y a ces prolongations dont on parle de Chris Paul, Mikal Bridges, Cameron Payne, je veux dire, la vie est un long fleuve tranquille, vous avez vécu un été qui est assez ok. Sauf Ayton. Et quand on arrive sur le début de saison, putain, ça a quand même bien chauffé sur le Ayton quand même. Ouais, le Ayton était relou, on s'y met... T'avais les partisans de non, faut surtout pas lui mettre le max, il vaut pas le max, c'est un coup à le regretter. T'avais les partisans de qu'est-ce qu'on fait? What the fuck, comment Phoenix peut faire autrement que de mettre le max à DeAndre Ayton après la saison et les playoffs qu'il vient de faire? Moi je fais partie de cette équipe. Moi aussi. Genre, s'il part. Non. Je sais pas, parce que le proprio il a l'air quand même bizarre. J'y viens. Avec un grand B. J'y viens. Mais donc, moi, j'avais, au-delà des histoires contractuelles, j'avais surtout peur qu'elles viennent foutre la merde dans ce vestiaire qui avait l'air de si bien vivre, comme tu le dis, et force est de constater que non. C'est-à-dire que Ayton n'a pas été là. Il y a eu... c'est quoi qu'il a eu? C'est une petite blessure qu'il a eu? Il y a eu une petite blessure qui fait qu'il a retrouvé le line-up récemment. Donc du coup, il a été absent pendant, je sais pas, 6-7 matchs. Là, il faudrait regarder exactement le nombre de matchs où il a été absent. Je veux dire ça. Phoenix avait commencé sa série de victoires, je crois qu'on était sur 2 victoires d'affilée, quand Ayton a été mis 6 matchs à l'infirmerie, et ça n'a pas empêché Phoenix de gagner les 6 suivants. Tout à fait. Et depuis qu'il est revenu, c'est-à-dire depuis donc du coup 5 matchs, si je sais compter, tout à fait, c'est des victoires également. Et donc ça marchait bien sans lui, quand il revient, il s'intègre, boum bam, et il fait des 20-12. C'est ça. Ou des 22-10, comme vous préférez. Donc c'est vrai que Ayton, à la limite... On a eu un peu peur au moment où la saison démarre, parce que c'est jamais facile des équipes qui explosent, parce qu'il faut le dire, explosent les probabilités quand vous allez en finale NBA. Je veux dire, c'était pas... Bien sûr. Il y a eu un running gag toute la saison de All-Star. Ça a explosé les pronostics. Ça a explosé tous les pronostics. Et donc de voir en effet que là, soudainement, tu peux avoir un gros caillou dans la chaussure. On a déjà vu des franchises dans l'histoire de l'NBA qui ont une bonne stabilité de groupe, et pour des histoires quelconques, une blessure, un problème de coach, de management, une histoire externe, parce qu'en plus Phoenix s'est mis un 2e bâton dans les roues, on va y venir. C'est vrai que moi aussi j'avais peur, mais ça te montre aussi la stabilité d'un axe qui a l'air quand même de changer votre vie, c'est Monty Williams et Chris Paul quand même. Et même j'irais James Jones, Monty Williams, Chris Paul. Et même je te rajouterais James Jones, Monty Williams, Chris Paul, Devin Booker. Parce que l'autre, bien sûr, on va parler forcément de lui, mais moi j'adore son début de saison. Énorme fan, même si statistiquement c'est un peu moins flamboyant. Tout est plus calme. On n'est que à 22-23 points par match, mais l'autre... On exécute, Ouais, c'est ça, il fait kiffer. Je sens qu'il va sortir de sa boîte quand il faudra et on sera pas prêt, ça va être trop bien. Ouais. Il y a un petit peu ce sentiment-là, mais c'est vrai que cette colonne vertébrale d'avoir un GM, coach et patron et jeune leader, ce sont des éléments qui sont tellement importants dans les franchises stables, parce que tu te dis, ok, ça file droit. Si Ayton était dans un cadre
je vais dire n'importe quoi, les Rockets. Si t'es dans un cadre, si t'es dans un, non mais je veux dire vraiment des extrêmes. Là. Non mais tout à fait, mais quand tu es dans un cadre où il y a un peu moins de stabilité, on voit des groupes qui sont capables de péter des plombs en fait. Tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit du coup, il y a les histoires autour du proprio. Ça, on va y venir. Qui donc pourrait perturber le groupe et tout. Quand même, ça montre une certaine instabilité qui est réelle dans la franchise de Phoenix. Tu as ensuite des histoires contractuelles autour d'un pivot numéro 1 de draft qui sort d'une très bonne saison et de très très gros playoffs. Très gros. Ça peut vraiment foutre la merde. Tout à fait. Et ce qui est vachement intéressant, c'est qu'au-delà du fait que les Suns ont réussi à bien se débrouiller sans lui quand il a été blessé, dès qu'il revient, et c'est là que je trouve que le groupe est vraiment super et qu'à regarder, c'est vraiment cool en tant que fan, c'est que dès qu'il revient, il est servi. Oui, ça repart. Il est à 72% de réussite au tir sur les passes de Devin Booker. Moi, cette stat, elle me fait ma journée, quoi. C'est une affaire qui roule. L'autre, il le cherche. Il préfère chercher Ayton quand il ancre plutôt que de shooter. Mais ça te montre aussi l'évolution de Devin Booker qui a été, souvenez-vous, il y a 3 ans. Il y a 3 ans, regardez la différence qu'une saison peut faire. Il y a 3 ans, on en parlait comme ce joueur qui mettait 70 points à Boston. Quel formidable score. Mais bad team player. Good stat, bad team player, exactement. C'est-à-dire, je vais faire des grosses statistiques dans des équipes qui sont vraiment nulles à chier. On en envoie plein. Et une fois qu'on l'entoure bien, il arrive non seulement à être compétitif, parce que sur les playoffs précédents, lorsque Chris Paul est un peu blessé, pour aller tanner les Clippers, le premier à répondre à présent à la porte, c'est Devin Booker. Il a peur de rien, on Tout le à sait, fait. c'est un fils spirituel de Kobe. C'est ça. On sait. Donc du coup, c'est vrai que de voir Ayton aussi filer droit et de voir comment Devin Booker joue, ça te donne l'impression qu'il y a une transmission, il y a un coach qui garde son groupe, donc c'est là que Monty Williams montre à quel point tout va bien. Beau boulot. Tout à fait. Faut reconnaître. Ce qu'il arrive à sortir de ses meilleurs joueurs, ce qu'il arrive à sortir de joueurs assez improbables. Oui. Salut Frank Kaminsky. Je veux dire, bon, il vient de se blesser. Salut Frank Kaminsky. Ouais, ça fait. Mais c'est quoi ça fait vraiment chier parce que ce qu'il avait montré comme bien sûr. Possibilité de taffer dans la rotation, c'était magnifique. N'empêche que quand il a eu les quelques matchs avant qu'il se blesse, là où on a eu besoin de lui à Phoenix, l'autre il a répondu mais archi présent. Et tout ça, toute cette sérénité, là, cette confiance, je dirais même cette maîtrise, on va y venir, ça se voit dans les stats, quoi. Je veux dire, Phoenix a une excellente défense, 6e ou 7e rating. 3e, oui, pardon, c'est 6e ou 7e, c'est en attaque. Avec un gros net rating. Phoenix est l'équipe avec le meilleur pourcentage de réussite au tir de toute la ligue. Ça exécute trop fort. La 3e équipe qui fait le plus de passes décisives, bon, merci Cricri, Cricri, il est à 10 ou 11 passes d'ess par match. C'est le meilleur passeur intercepteur de la ligue à 150 ans. Il n'est pas meilleur intercepteur, je crois pas, mais il est meilleur passeur. Je crois qu'il est 2e intercepteur. Enfin, il est là, Cricri. Il assure de ouf. Il force pas. Il score moins parce qu'il y a Booker, il y a Ayton, il y a Mikal Bridges. De temps en temps, c'est Crowder qui se met à entrer ses tirs. C'est quoi les bémols là-dedans? C'est quoi le banc est pas si performant qu'on pourrait l'attendre. Enfin, tu vois, genre. Je pense qu'il y a une histoire de banc où en fait l'attaque pourrait être un peu meilleure parce que tu te dis Phoenix. Il y a eu des matchs où. Oui, où Phoenix, t'as le sentiment que la défense est en place. Mais moi, parfois, j'ai vu l'attaque et je me suis dit bon. Ça préchauffe, c'est un diesel, donc ils vont trouver leur rythme au fur et à mesure. Le banc a sorti quelques. Certains sont sortis un peu de leur boîte et donc le banc a pu produire à certains moments, mais globalement, on va y venir. Quand tu commences à déjà ne pas pouvoir compter sur Dario Saric, quand tu ne dois plus compter sur Frank Kaminsky, ça va commencer. Il y avait Nader qui était. Bon, pareil, ce sont des role-players de rotation, mais en fait qui sont utiles dans la globalité de l'effectif de Phoenix. Bien sûr. Clairement. Et c'est là, à la limite, les seuls points que j'arrive à revoir, c'est ça en effet, l'apport du banc et comment ça va la confronter, et 2, un jeu qui est très sympa auquel vous jouez et vous pouvez vous permettre parce que vous avez l'expérience, qui est j'ai pas vu énormément de matchs écrasants de Phoenix, c'est-à-dire ça joue, il y en a pas eu et si tu te fais moi l'exemple le plus frappant c'est Minnesota, c'est une victoire à Minnesota où Minnesota joue son match, Karl Anthony Towns est énorme. Comment? Et Minnesota doit gagner, tout à fait. Mais comme beaucoup d'équipes, et on va parler de calendrier, comme beaucoup d'équipes plus jeunes, moins expérimentées, avec moins de cohésion collective, Phoenix a cette capacité, selon moi, et c'était vraiment extraordinaire à regarder pour ceux qui peuvent voir le replay, allez-y, à dire ok, on perd de 8 points à 4 minutes de la fin ou 5 minutes de la fin. On active le mode final NBA et il n'y a plus rien à faire. C'est-à-dire qu'on va exécuter des deux côtés du terrain et formidable face au Minnesota Timberwolves. Je suis d'accord. Si ça, tu commences à prendre un petit peu cette habitude et que tu mets pas les deux pieds sur l'accélérateur, tu vas peut-être avoir des défaites un peu contraignantes. C'est là où c'est
honnêtement, c'est là où moi je suis l'un des premiers surpris, c'est que il y a 13 victoires d'affilée et Phoenix joue bien, mais Phoenix ne joue pas non plus hyper bien. Bien sûr. Ils sont surtout très sereins, très confiants et en pleine maîtrise. C'est les darons. Le match que tu décris contre Minnesota, c'est surtout un match où Monty Williams décide d'envoyer Jay Crowder en mission sur Karl Anthony Towns qui nous met la race pour lui couper du ballon. Les Wolves commencent... Le soir du retour d'Ayton. Les Wolves, exactement. Les Wolves commencent un peu... Ouais, mais Ayton, il le garde en protection et tout. Les Wolves commencent à pédaler dans la smoule. Et derrière, Cricri et Booker, ça exécute. Et voilà. Et tu butes les Wolves comme ça. Mais je suis d'accord avec toi. Si ça avait été les Nets ou je sais pas moi, Bucks, ou les Bucks... Ou les Bulls, on va les Bulls, ou les Bulls, ou les Warriors évidemment, ou même le Jazz. Enfin, tu vois, attention, il y en a un paquet d'équipes sérieuses. Ça serait peut-être pas passé aussi facilement. On est bien d'accord. Et d'ailleurs, le calendrier, on va y venir. Mais je suis d'accord avec toi. Moi, ce que je trouve intéressant pour autant, c'est que Booker donne pas l'impression de forcer. Non. Ayton est utilisé intelligemment. T'as 6 mecs qui sont à 10 points de moyenne ou plus. Un seul qui est à 20 points ou plus, c'est Booker. Ouais. Ça, c'est quand même le signe d'une équipe qui vit bien, sans parler de Payne et Crowder qui sont à 8, 9, Cam 9,5 par match. Cam Johnson, j'aime pas son début de saison. C'est ce que j'allais dire, je suis c'est pas un des fan, rares où en fait... Qu'est-ce qui lui prend là? Qu'est-ce qui va pas? Les shoots à 3 points rentrent pas, ça rentre bien, mais c'est pas non plus les pourcentages qu'on aimerait avoir. Donc du coup, je trouve que oui, il y a moyen d'être plus écrasant, plus dominant par rapport au calendrier qu'ils viennent de faire. Par contre, la marge, elle est évidente, elle est là, elle est sous nos yeux. Tout à fait. T'as des mecs qui peuvent scorer plus, t'as plein de choses qui... Non, bien sûr. Il y a de la marge, en fait. C'est pas comme s'ils avaient fait ça en mode genre... Non, bien sûr. Vois, genre, ils ont fait ça genre, mais en marche. Ça déroule totalement, et c'est vrai que là-dessus, les Suns, on doit y venir évidemment, c'est sur l'aspect calendrier. Pour ceux qui sont en train de faire la vaisselle, je donne juste les membres, les équipes qui ont fait partie des victoires donc des Suns, puisqu'ils ont perdu 3 matchs. Ils ont perdu contre Denver, Portland et Sacramento, mais sinon, les victoires de Phoenix cette saison, chez les Lakers, fine. Contre Cleveland, New Orleans, Houston, Atlanta, Sacramento, Portland, Memphis. Houston 2 fois. Une deuxième fois Houston, Minnesota, 2 fois Dallas. Sans Doncic. Tout à fait. C'est important de le noter. Complètement. Denver et San Antonio. Je veux dire par là, c'est que... Et Denver à poil. Et donc, du coup, c'est aussi important de cueillir, parce que c'est ce qui fait le succès des sélections NBA, c'est que parfois tu cueilles les équipes au bon moment et c'est super. Encore faut-il les battre. Mais là, il n'y a pas encore eu le véritable challenge que quelque part, j'ai envie de dire, va avoir lieu en décembre. Oui. Les très belles wins de cette série de wins, il y a la victoire contre les Grizzlies, contre les Blazers. Atlanta, on doit vous taper. Atlanta, mais ça reste une équipe sérieuse. Tout à fait, mais je veux dire dans le match, par rapport à ce que je disais, genre, vous finissez le truc, mais c'est Phoenix à maîtriser. Tout à fait. Donc c'est bien, ce qu'ils ont su faire à des Wolves ou à des Cavs notamment, ils ont su le faire à Atlanta aussi. Donc c'est bien parce que c'est quand même une autre paire de manches, faut quand même pas déconner. Ah bien sûr. Tu es d'accord. Ah mais moi Même si Atlanta fait pas un début de saison qui... Là ça va mieux, mais à l'époque... Oui, à l'époque, fallait les prendre là. Fallait les prendre. C'était les Atlanta Poke. C'est ça. les Knox. Exactement. Mais voilà. Et donc à venir, le calendrier à venir là. Oui. Il est cool, je l'ai sous les yeux si tu veux. Bah bien sûr, je l'ai aussi. J'avais juste avant de te lancer sur le mois de décembre, il y a juste une petite stat parce que c'est pas tous les jours qu'on peut voir ça aussi. Il reste 3 matchs sur le mois de novembre. Si je dis pas de bêtises, on a donc un déplacement à Cleveland, à New York. Et donc à New York chez les Knicks, puis chez les Nets. Si vous gagnez les 3 prochains, vous faites un sweep du mois de novembre. C'est-à-dire que vous avez 0 défaite sur un mois. Ce n'est pas tous les jours en NBA qu'on voit une équipe faire sweep total d'un mois de basket. Je crois du coup il y en a genre 15 quoi. Ouais, c'est ça. C'est pas 16, je crois pas. Je crois qu'il y en a un en octobre là dans la série de win. Oui, c'est le 31 octobre. Ouais. Donc tu peux avoir ce mois-là. Après en effet décembre, déjà faut aller chez les Nets et les Knicks, mais ensuite ça se corse. Ouais, donc là tu vas à Cleveland, tu vas à New York chez les Knicks, puis chez les Nets. Nets, Cavs et Knicks, on va voir. C'est prenable. Je te dis pas que c'est facile. Je te dis que Phoenix arrive. Limite, je veux bien voir des codes de bookmaker. Je pense que Phoenix est favori à Cleveland et à New York, non? À Brooklyn, ça m'étonnerait, tu vois, par exemple. À voir. Brooklyn est chaud en ce moment. Oh là là, quand même. Faut pas exagérer. Et ensuite, effectivement, tu reviens à la maison, t'accueilles Golden State. Donc là, gros test. On verra si c'est pour la tête de l'Ouest ou pas, mais en tout cas, gros test parce que les Warriors, ils sont ultra chauds. 1er décembre, notez-le. 1er décembre, ils sont ultra chauds et puis
Ils ont une défense incroyable, ils ont Steph Curry en feu. Enfin, il y a Steph Curry, Chris Paul, tout ça, ça se connaît bien. Vous recroisez. Ouais. Vous recroisez voilà. quoi On se recroise 3 jours ou 4 jours plus tard à Golden State. Entre-temps, t'auras accueilli les Pistons. Ça, c'est bien. Ça, c'est... Voilà. En gros, c'est un back-to-back. Warriors. Après, tu reviens à la maison. T'as les Spurs et les Celtics qui vont venir faire un petit tour en Arizona. Ouais, pas tout à fait la même cam, mais les Celtics. S'ils jouent comme en ce moment, moi ça me va bien. Tout à fait, mais les Celtics, si tu les joues en ce moment. Les Celtics, c'est plus pareil. C'est pas du tout la même cam. Ah non, tout à fait. Ouais. Et après, c'est là que ça se corse vraiment. Parce que là, tu vas chez les Clippers, chez les Blazers, tu reçois les Wizards, tu reçois les Hornets, tu vas chez les Lakers. Bon, là, t'as une petite accalmie sans leur faire offense en jouant au KC. Et pour le soir de Noël, tu reçois les Warriors. Tout à fait. Enfin, ce qui est bien, c'est que Phoenix joue le soir de Noël. Hein. Voilà ce qu'il faut retenir. C'est le match est à 23h. Le calendrier va un peu plus se corser et quelque part les équipes qui veulent se mettre bien, et c'est là que tu vois l'expérience des équipes. Je pense que Phoenix, les mecs, quand tu vois l'expérience de Chris Paul, le mec il a regardé le calendrier, il a fait les gars, comme on le voit avec Golden State, on l'a dit, si on fait pas les cons, on peut se permettre d'avoir de la marge. On avait parlé avec les Warriors, tu savais pas, et on a eu des nouvelles pour le retour de Klay Thompson, on savait pas trop comment ça allait se passer. Si t'as le petit orteil de Chris Paul, le fameux poignet de Ayton, ou un truc comme ça, quelque chose qui t'empêche de jouer 10-12 matchs. T'as enquillé de la win, donc tu te retrouves pas dans cette espèce de zone où tu te dis bonjour, nous sommes les Lakers, finalement on va devoir jouer le play-in tournament. Et ça, je pense que c'était quelque chose dont le groupe était conscient et s'est dit tout de suite on doit rafaler la compétition pour que si on perd des matchs en 2022, on a un peu de marge. Ouais, ça c'est le premier truc, tout à fait, complètement d'accord avec toi. Parce que vous devez être en et ce qui était intéressant, c'est que là, ce qui nous a intéressé toute la fin octobre et le mois de novembre, c'est le résultat. Parce qu'il fallait prendre les victoires, comme tu viens de le dire. Et maintenant, ce qui va beaucoup nous intéresser, c'est évidemment toujours aussi le résultat, mais de plus en plus la manière. C'est-à-dire que si tu vas chez les parents, mettons, dans ta fin de road trip, là, tu vas à Cleveland, à New York, chez les Knicks et ensuite chez les Nets. À Cleveland et à New York, comme je l'ai dit, faut se mettre en position de gagner. C'est des équipes qui ont des petits soucis de blessures sur certains joueurs côté Cleveland, et puis au niveau de la défense, ils ont une grosse blessure au niveau défensif. Les Knicks, là, ils ont un gros problème. Ils ont une grosse blessure. Ça s'appelle une entorse de la défense. C'est ça. Ça fait mal. Hein. Ouais, un grade 3, là, je crois. Un grade 7. Ouais, voilà. Donc voilà. Et donc si par exemple tu prends ces deux-là et qu'après tu vas à Brooklyn, que ça joue bien, que ça se bat bien, mais bon, que Kevin Durant, comme il est fâché et qu'il fume de partout, il te met 38 points, et puis il est tout clutch, ou que c'est Harden, ou voilà, bon, mais que tu joues bien et que t'as perdu à Brooklyn dans ton road trip, tu vois, personne va se formaliser. Non. Si tu commences à te faire défoncer de 20 points par des équipes qui jouent sérieux, là, on va, au-delà des résultats, on va se dire, ah, t'as vu, on avait dit, Phoenix, c'était facile leur calendrier, mais en fait, contre les gros, ils se font défoncer. Bien sûr. Et il est là aussi le truc. Tout à fait. Il y a, sur la longueur, parce que je pense que les Suns ne regardent absolument pas le mois de novembre, c'est pour ça qu'on a titré ainsi et qu'on a fait cette coupe, c'est que tu vises le mois de juin. Donc c'est un marathon, il va falloir être bon tout au long de la saison. Être en bonne santé. Être en bonne santé, et c'est là que, à titre perso, et je veux bien ton avis là-dessus, les fans des Suns ou simples observateurs, est-ce que James Jones, malin comme il est conscient que là il est dans sa fenêtre? Vous n'avez pas prolongé Chris Paul 4 ans pour attendre son prime, vous êtes en plein dedans. Oh non, ça c'est sûr. Entre ce qui s'est passé avec Dario Saric, qui s'est blessé. Ce qui recrute là. Est-ce que bricole, si tu as Dario Saric qui est blessé et que Frank Kaminsky, ça a l'air quand même un sacré pépin le bordel. Ah, Frank Kaminsky, moi j'ai vu des rumeurs qui m'ont pas plu du tout. Hein. C'est vraiment compliqué. Ça parle en moi. Hein. Ouais, tout à fait. Donc c'est relou ça. Et c'est très relou. Si tu te retrouves dans ce genre de situation début février où tu as 10 jours, 2 semaines pour essayer de renforcer ton groupe, j'ai le sentiment que James Jones, ce serait un peu dommage de garder les bras croisés. Ah mais je pense que c'est pas qu'il va pas. Je pense pas qu'il gardera les bras croisés. Après, faut voir quelle latitude il a pour faire des trades. C'est ça. Il peut aussi considérer qu'il va être attractif sur le marché des buyouts. Oui, il y en a tous les ans. Je veux juste voir quelle va être la politique des Suns là-dessus, parce que vous devez, pour moi, rentrer dans cette course qui a été celle des Bucks l'année dernière, qui a été celle des Raptors précédemment, qui sont allés chercher Marc Gasol, il y a les autres qui sont allés chercher PJ Tucker, il faut qu'on fasse le petit move ou la petite signature qui va faire la différence. Le problème, c'est que avec Kaminsky et Saric, t'avais deux mecs qui sont plus ou moins sur le même genre de poste et de rotation. Pas les mêmes rôles, hein, ni les mêmes skills, mais n'empêche que c'est plus ou moins là, les postes 4-5, quoi. Et donc, du coup, si tu veux faire rentrer un mec dans l'effectif, ça serait sur ce poste-là. Et qu'est-ce que tu as à mettre éventuellement sur le marché
T'as quoi? Elfried Payton, Abdelnader. Est-ce que vous êtes terriblement séduit par le transfert que vous avez fait de Javon Carter, Landry Shamet? Ça dépend des soirs, j'ai envie de te dire. Il y a des soirs où Landry Shamet, je suis content qu'il sorte du banc parce qu'il rentre des tirs et je dis c'est quand même bien d'avoir un shooter derrière Booker. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et il enlève des minutes à Booker, ça permet de pas forcer sur Booker. Moi je pense que on l'a prolongé en plus. Bon après on l'a prolongé, du coup il a un contrat archi-tradable. Le contrat qu'il a, c'est pas... Non mais bien sûr, ça peut être ça. J'essaie de voir quels sont les noms un petit peu. Vu le niveau de Cameron... Enfin tu vois, genre Cameron Payne n'est pas rassurant, donc t'es content. Est-ce que c'est Cameron Payne? Mais je pense pas. Avec 2 blessés, voire 3... Là, t'as pas une latitude incroyable à faire des transferts. Je vois plus Phoenix être en réflexion et à l'affût sur le marché des mecs qui se font buy-out. Parce que là, pour le coup, t'es Phoenix. Alors, ok, t'es pas Brooklyn, t'es pas Los Angeles, t'es peut-être pas Miami, mais tu vas voir les gars, te fais excuse me. Genre, en fait, c'est nous les mieux classés, c'est nous les plus en place. Viens. Je sais pas qui d'ailleurs. Je sais même pas qui va se faire buy-out, mais il va y en avoir. Comme tous les ans. Bouge pas, j'essaie de trouver typiquement le genre de cible. Genre un mec qui est un peu ailier. Faut aller chercher. Ailier fort pivot, là, dont une équipe voudrait plus, là. Faut aller chercher les équipes qui sont évidemment tout en bas de la NBA. Donc en gros, on va essayer de chercher. Tu veux pas. Comment ça se. Il en est où, Robin Lopez avec Orlando? C'est un ancien de la maison? Pourquoi pas? Oh, ça fait plaisir quand même. Ah oui. Bon, enfin, je vois pas pourquoi il le couperait, mais oui. Oh, parce que. En tout cas, il fait pas partie du projet Orlando. Non, mais bon, pourquoi? Bah, attends, bien sûr, s'il y a moyen de gratter ce genre de petites choses, moi je suis chaud. Tu peux pas aller chercher Eric Gordon du côté de Houston? Ça vous ferait un bien de malade, ça. Tu sais que Eric Gordon, chez vous en sortie de banc, là, je suis la concu, je me chie dessus. Ouais, mais moi, je préférerais un poste 4-5. Oui, tout à fait, mais. Mais oui, je te dis pas que je veux pas d'un. Oui, mais Eric Gordon, parce qu'il y a un projet de le couper, ce garçon? En tout cas, c'est sûr que Eric Gordon, il est pas dans le projet. Bah, je sais pas, il joue, Stephen Silas le fait jouer. Ouais, mais il est pas dans Ça faudra peut-être qu'on fasse un impéro Houston. Rockets, tout à fait. Je vais vomir, je reviens. Mais, franchement, il est en concurrence avec Jalen Green dans le projet Rockets. Je pense pas que tu peux aller chercher. Ou alors t'arrives à dire ça me prestille Derek Favors. Mais Derek Favors, tu vois, c'est pas tout à fait le même registre. Je prends quand même. Tu prends? C'est au minimum vet. Bien sûr. Faut être fou pour pas prendre. Toujours te servir. Tiens, ça te fait pas de mal en tout cas. Tu sais quoi? On va faire du business ensemble. Ouais. Est-ce que tu es prêt? Vas-y, dis-moi, qu'est-ce que tu veux filer toi? Bonjour. Ouais. Est-ce que vous voulez Thaddeus Young? Oui, Thaddeus Young, on veut. Très bien. Bien sûr. Qu'est-ce que vous donnez? Je pensais les Hawks, mais oui, bien sûr. Oui. Rien, vous allez le buy-out. Regarde. Vous êtes des ouf. Vous le coupez s'il vous plaît. Never. Vous le faites pas jouer. S'il joue. Bon. Regarde, tu viens de dire. Tu critiques Houston, mais faire jouer Thaddeus Young, bien sûr qu'il est pas dans le projet. Mais moi je dis juste. Et là, il est pas dans le projet. Le contrat. Tout à fait, il est pas dans le projet, mais le contrat, il est à qui? Je sais pas, vous voulez quoi? Parce que qu'est-ce qu'on va vous filer qui vous intéresse? C'est rien. On va rien vous filer. Enfin, on va rien d'avoir de disponible qui intéresse les Spurs. Thaddeus Young contre Devin Booker. Mais oui, bien sûr. Oui. Non, mais tu vois, genre, même contractuellement, il y a quoi? C'est Shamet. Mais Shamet, vous allez en faire quoi? Vous avez déjà 12 000 mecs à son poste que vous devez faire jouer. Tu veux, en tout cas. Il faut le couper, les gars. Non. Coupez-le et on parle. Et tu parles dessus. Mais retiens. Et promis, je dirais du bien des Spurs dans la vidéo qui suit. Retiens Thad Young. Moi, je trouve que c'est un profil super, mais j'y crois pas du tout. Je vois pas comment il pourrait être arrivé chez les Suns, moi. Balance ta cam. J'y crois pas, mais il y en a pas, on en a pas. On voit du pic. En fait, on aurait du pic. Oui. Faut encaisser le salaire. Est-ce qu'on peut faire ça nous côté Suns? Tu as une injury, On est au bord de la luxury tax là. Tu as une réserve injury, tu vois, avec les gars qui sont une injury exception, tu veux dire? Et du coup, on filerait du pic. Pourquoi pas, ouais. Mais ça, moi, je veux bien, moi. Mais ça intéresse vraiment les Spurs, ça. Ah bah moi, je prends du pic de draft. Ouais. Parce que Thad Young va partir contre rien et c'est bon, on vient de le faire avec DeRozan. Enfin, on a fait un sign and trade, mais tu vois, c'est un peu compliqué. T'as fait un sign and trade. T'as eu Thad Young justement. Oui, voilà, mais bon. T'as eu Satoransky aussi, non? Ça va, c'est bon. T'as pas eu Satoransky? Non, il est à New Orleans en train de se. Non, t'as eu quoi? T'as pas eu que Thad Young? Non, on a eu Alfaro Camino. Alfaro Camino, mais oui, bien sûr, comment je puis l'oublier? Et Chandler Hutchinson, et les deux sont devenus fermiers dans San Antonio. N'empêche, Alfaro Camino, il en est où lui? Il est pas chez lui? Regarde ce gros crevard. Alfaro Camino, il fait quoi en ce moment? Parce que moi je suis très intéressé. Mo Harkless, il est dispo? Mo Harkless à Sacramento. Mais c'est ça dont on parle à Phoenix. En plus, quand tu vois comment Monty Williams arrive à remettre en valeur et à remettre en confiance les laissés pour compte, moi je veux bien des gars comme ça.
Putain, l'autre, qu'est-ce qu'il a fait? Cameron Payne, mais c'est un délire. On est là en train de dire, ouais, Cameron Payne, il met que 10 points par match en sortie de banc. Mais moi, il y a 24 mois, tu m'aurais dit Cameron Payne, il m'avait 10 points par match en sortie de banc. Je fais, d'accord, c'est bien. Oui. Tu vois, donc faut comprendre aussi ce que fait Monty Williams. Avec Kaminsky, c'est incroyable ce qu'il a fait. Kaminsky, on l'a laissé filer. Après, il s'est fait couper, on l'a récupéré pour rien, au lieu de leur signer. Et finalement, Kaminsky, alors que soi-disant c'était moitié un boulet, je sais pas quoi, en fait, quand on a eu besoin de lui, là maintenant, on est dégoûté qu'il soit blessé. Il peut pas. Donc, moi, je dis là-dessus, les Suns ont un coup à jouer, c'est que j'ai l'impression qu'ils ont un coach et un groupe qui sait intégrer intelligemment des mecs à 8, 10, 12, 14 minutes par match. Ça, c'est important quand tu vas aller loin. On surveille Cleveland avec Kevin Love. Ouais, mais c'est pareil, ils vont le couper, ils veulent pas le couper depuis des années, là, ils vont jamais le couper. Bon après... Séquence. Ouais, bah, si Cleveland coupe Kevin Love, bien évidemment que Phoenix fera partie des gens qui vont lui donner 2 millions par an, ou je sais pas combien c'est le minimum vet, 1,5 million, ou un truc comme ça. Ça, c'est sûr et certain, non ? Mais ils seront pas seuls. Hein. Je fais le listing. Je pense qu'il y a avec toutes les franchises californiennes, avec les Warriors, avec le Heat, enfin toujours les mêmes. Là. Je pense qu'il y aura, en effet un travail à faire de la part de James Jones et qu'il y a des vétérans à aller chercher parce que un petit ajout à faire. Parce que vous êtes dans une situation qui ne va pas durer longtemps dans votre histoire. C'est que vous avez, en tout cas pour le moment, un meneur all-time qui est présent et qui s'entend bien avec les jeunes et avec un groupe qui est structuré. Jay Crowder restera pas éternellement à Phoenix. Et donc même s'il y a des jeunes qui sont là pendant longtemps, on voit que ça se passe avec Mikal, que Devin Booker il est là et que Ayton, je pense que il y aura aucun problème l'été prochain. Ayton, Mikal, c'est maintenant qu'il faut en profiter. Tout à fait, faut y aller. Mais je vais surveiller ça et après il faut vraiment gérer les tests, quoi. Parce que, évidemment, là, actuellement, ce que tu as envie d'aller chercher, c'est Golden State. Les 2 tests, là, de 1er et 4 décembre, c'est à louper sous aucun prétexte. Ce que tu as envie d'aller chercher, c'est Golden State. Tu as envie d'aller chercher éventuellement la tête de l'Ouest. Ce que tu as surtout envie de faire cette saison, si tu es Phoenix, c'est d'être, quoi qu'il arrive, sur le podium de l'Ouest. En santé. Sans trembler, exactement. Et d'avoir le maximum de joueurs à 100% ou 90% de leur physique en arrivant mi-avril. C'est ça, en fait. Commencer à caser des... Comme ils ont fait les Lakers avec LeBron. J'ai mal aux abdos. Je rigole, parce que les fans des Lakers vont commencer à mal le prendre. Si la cuisse de Chris Paul commence à siffloter, putain, je veux pas le voir pendant 10 matchs. Hein. Ou même, fais-la siffloter. Et je ne veux pas le voir. Qui va faire genre, c'est quoi là, injury report? Ah, il est blessé. Et je ne veux pas le voir pendant 10 matchs. Ouais, voilà. M'en fous. Vas-y. Pas de problème. Il est frais le 16 avril. avril. Il est Fred Payton, vas-y, titulaire, vas-y mon grand. Let's go. Grave. Let's go. Non, mais c'est vrai que les Suns, voilà, ça démarre bien. Qu'on essayait de voir justement chez les finalistes de conférence ou finalistes NBA qui démarrait fort. Pour le moment, bravo, vous êtes sur une bonne dynamique. Combien il y aura de All-Star à Phoenix? Bon. Sur le papier, statistiquement parlant, tu peux en avoir 2. Après, ça dépendra probablement du calendrier, du classement de Phoenix au moment des votes. Si ça continue comme ça, tu peux avoir Booker et Paul. Hein. Tu peux, hein, surtout que... Ouais, je pense. Après, ouais, juste Booker. Paul est meilleur passeur de la ligue quand même. Et Booker n'a pas non plus il a des stats un peu moins flamboyantes. Donc on verra. Ça peut être l'un ou l'autre. Hein. On verra, tu sais quoi. Franchement, moi je m'en fous. Ah, mais c'est pour le running gag. Alex. Ouais, pour le running gag. Mais oui, dans l'absolu, ils seront 2. Mais profites-en parce que bientôt ce sera plus le cas. Et pour rebondir sur ce que tu disais, parmi les finalistes de conférence de l'année dernière, c'est vrai que les Hawks retrouvent tout juste un peu un semblant de vigueur. Voilà. Milwaukee a eu beaucoup de blessures à gérer, bien sûr. Donc pas simple. Et qu'est-ce qu'on avait? Les Clippers, eux ils jouent sans Kawhi depuis le début de saison, donc effectivement voilà. Non, Phoenix c'est bien. Et pour l'instant le plus convaincant de ces gens-là. C'est ça, donc il ne faudra pas louper les matchs là de début décembre, regardez-les de très très près, évidemment la fanbase de Phoenix, on vous attend dans les commentaires. Un dernier mot à ajouter sur les copains des Suns? Non, mon petit, vas-y, continue mon grand, continue à nous faire plaisir comme ça, avec cette belle répartition, cette belle hiérarchisation. C'est ça, en attendant la grande motivation, le groupe il est déterminé à gagner tous les matchs, là ça se voit. C'est bien. C'est bien. Hein. Ça déroule, c'est très très carré. Focus de ouf. Hein. N'essayez pas de jouer avec les Suns dans le Money Time parce que ça se termine très très souvent avec une fessée. C'est des chirurgiens les gars. Ouais, et aussi, attendons aussi la fin de l'investigation de la NBA sur Robert Sarver. On verra, si ça se trouve, ça va rien donner. Si ça se trouve, on va se retrouver avec une franchise en vente. C'est pas ce qui empêche les joueurs de jouer, mais attention. Non, mais ça peut quand même foutre la merde, ça peut créer de la distraction.
tu peux avoir de l'extra sportif qui n'est pas vraiment souhaitable quand tu es en quête de titre. Ça, je suis d'accord. C'est ça. On verra. On ne sait pas trop, hein, parce que là, il y a eu beaucoup de bruit d'un coup. Quand Baxter Holmes il a sorti son papier et tout, il y a eu la défense de Sarver qui s'est organisée, qui est sortie elle aussi dans les médias, et depuis, depuis ça, silence radio. Ça investit. Donc pour l'instant, on va attendre de voir ce qui se dit. On va attendre de voir ce qui se dit en effet. On se retrouve dans les commentaires, on fait plein de bisous, essayez de battre les Suns et on va tester leur mois de décembre bien évidemment. À la prochaine. Ciao. Ciao. Ciao.